Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, enseignement supérieur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, reprise des cours en présentiel. La question encore abordée hier à l'hémicycle, un enseignement à distance bien fait peut être plus profitable à un enseignement en présentiel. La réponse du ministre de tutelle, Moussa Baldé, qui faisait face aux députés pour le vote du budget de son ministère pour l'exercice 2024, budget estimé à plus de 303 milliards de francs CFA. Présidentielle de 2024, un prélude à l'élection, les cas d'école du CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a repris ses rencontres périodiques. Les membres ont débattu ce matin autour du thème couverture électorale. Les médias doivent-ils être de simples caisses de résonance? La réponse tout à l'heure dans le compte-rendu signé Khadija Ndat Diouf. Et enfin, d'édition, distribution du pain, assainissement du secteur, colère des distributeurs de la banlieue de Dakar face aux journalistes. Ils ont exposé leurs difficultés qui ont commencé, disent-ils, après l'interdiction de la vente du pain dans les boutiques. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Direction la banlieue de Dakar, les distributeurs de pain, pour démarrer plutôt ce journal, colère des distributeurs de pain. Ils sont très remontés et dénoncent leurs conditions de travail, des conditions très difficiles, disent-ils. Et selon eux, c'est depuis l'annonce de la mesure interdisant la vente de pain dans les boutiques. Khassim Moudjan, président des distributeurs de pain du Sénégal, je vous propose de suivre sa réaction au micro de Boudal Ndiacha. On est obligé parce qu'on est menacé. La Fédération nationale des distributeurs de produits de pâtisserie et de boulangerie au Sénégal sont menacés, que nous sommes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là devant vous et devant la nation sénégalaise pour vous faire comprendre de ce qui nous arrive. Quand nous vous disons qu'on est menacé, non seulement bien sûr, mais agressé aussi. Agressé par la direction du commerce intérieur, mais nous savons que la direction du commerce intérieur n'est pas au rendez-vous de ce qui se passe, puisque ce sont quelques dizaines de personnes qui se disent soit FNBS, entendez Fédération nationale de boulangerie au Sénégal, soit RBS, entendez Regroupement de boulangerie au Sénégal, et tout récemment, ils ont formé que nous nommons un clan, selon eux, CNBS. Nous sommes menacés et agressés, car nous exerçons notre travail et nos travails sont des travails privés. C'est nos propres travail. Et nous parlons à présent de la quête de survie des pêcheurs face au marais de l'adversité. À Soumbédioune, les poissons invendus reflètent la dure réalité des pêcheurs. Papa Kane, un exemple parmi tant d'autres, la pêche seule ne suffit plus entre mer et terre. Il jongle avec sa casquette d'agriculteur. Reportage signé Aïssatou Kane. Sur la plage de Soumbédioune, entre pirogues de fortune diverses, vendeurs et pêcheurs s'entremêlent. La lutte sur la côte parmi ordures et flaques d'eau noirâtres se dessine. Dans cette lutte pour survivre, Pape Ken, comme bien d'autres, explore des alternatives face à l'incertitude. Si tu quittes la terre pour la mer et que tu peines à t'en sortir, mieux vaut retourner sur la terre. C'est pourquoi les pêcheurs rassemblent des fonds pour s'adonner à l'agriculture ou à l'élevage.
Tôt le matin, il prend la mer, mais le crépuscule voit ses poissons invendus. Cette mer, qui donnait autrefois 10%, ne rapporte actuellement que 1%. Regarde mes poissons qui peinent à trouver preneur malgré ma présence ici, depuis 7 heures du matin. La seule pêche ne suffit plus et ce pêcheur artisanal jongle également avec sa casquette d'agriculteur. Avoir un seul travail est une erreur. Moi, en plus de la pêche, je m'investis dans l'agriculture. Quand je ne suis pas en mer, je cultive oignons, tomates, choux et aubergines à Sassane. Malgré ces efforts, ces maigres gains sont aussi épargnés pour l'élevage de moutons, témoignant des défis persistants dans cette vie maritime. Souvent, avec le peu que je gagne, j'achète un mouton. Ainsi, à l'approche de la fête de Tabaski, je le revends pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Dans le clair-obscur de cette lutte acharnée, une lueur d'espoir persiste. Ces maigres gains, financés dans l'agriculture et l'élevage, symbolisent la résilience face aux lendemains incertains, réaffirmant ainsi la ténacité des travailleurs de la mer. Aïssatou Kane, journée nationale de la géomatique, la 3e édition a pris fin. Une rencontre de 2 jours qui a porté sur le thème le géospatial au service des territoires, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et parmi les objectifs de ce rendez-vous, faire du Sénégal un hub majeur de l'innovation et de l'économie numérique en Afrique. Mamadou Djigo, directeur général de l'ANAT, Agence nationale de l'aménagement du territoire, que voici. La géomatique aujourd'hui est au cœur de la vie humaine, parce que toutes les décisions, les bonnes décisions sont prises à partir de données scientifiques palpables, vérifiables et appréciables. La géomatique qui permet, comme vous le dites, de recueillir des données spatiales, de les traiter, de pouvoir même faire des requêtes pour pouvoir prendre en fait les bonnes décisions. C'est la raison pour laquelle le projet géomatique, le programme national géomatique, est une sorte d'observatoire national des territoires qui accompagne les territoires en quelque sorte. Vous savez, nous venons d'avoir un plan national d'aménagement et de développement territorial. Sans la géomatique, je ne sais pas comment on aurait dû faire pour avoir ce plan aujourd'hui. Nous sommes aussi en train de finaliser la formulation du programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales. Et ces ressources ont été cartographiées, la quasi-totalité des ressources du Sénégal, que ce soit les ressources minières, les ressources végétales, les ressources animales, les ressources pétrolières, gazières, toutes ont été cartographiées, ont été télédétectées. Et la géomatique nous permet aujourd'hui de les articuler avec le patrimoine du Sénégal, de les articuler avec les dynamiques démographiques, de les articuler avec les dynamiques spatiales, de les articuler aussi avec les infrastructures, les équipements, les voies de transport, tout ce qui fait le développement en quelque sorte. Lutte contre la corruption, 2 projets de loi examinés et adoptés hier mercredi. C'était un conseil des ministres. Il s'agit du projet de loi portant création de l'OFNAC, également celui modifiant la loi relative à la déclaration de patrimoine. Une bonne nouvelle pour le Forum civil, mais son coordonnateur ne veut pas danser plus vite que la musique. Birahim Seck veut d'abord voir le contenu des textes pour une meilleure appréciation. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, au téléphone de Abdourahmane Licha. Nous avions constaté qu'il y avait des faiblesses. Après une évaluation de la loi sur la déclaration de patrimoine, nous avons constaté qu'il y avait une faiblesse au niveau de la sanction. Mais également, les assujettis, il y a pas mal d'assujettis qui n'étaient pas pris en compte dans le cadre de cette loi. Il y a des propositions qui ont été effectuées. En ce qui concerne la loi sur l'OFNAC, en réalité,
l'OFNAC n'avait pas de pouvoir, par exemple, d'officier de police judiciaire en tant qu'instance qui doit effectuer des investigations et des enquêtes. Ce sont ces types de faiblesses qu'on a eu à constater et il y en a d'autres. Ensuite, nous avons porté le plaidoyer par des déclarations, par des rencontres avec les autorités, par des séances de travail avec l'Office national anticorruption au niveau opérationnel mais également au niveau stratégique. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal, le gouvernement en Conseil des ministres vient d'adopter les 2 projets de texte. En attendant de voir le contenu de ces 2 projets de texte, nous nous félicitons de cette avancée et de cette adoption de ces 2 projets de texte au niveau du Conseil des ministres. Nous avions sorti une déclaration, si vous l'avez suivi, nous avions sorti une déclaration il y a quelques semaines concernant les engagements du Sénégal que le Sénégal avait pris auprès du FMI. Je pense après il y a eu des suites, il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions, il y a eu des champs de travail. Pour nous, ça ne se prend pas. Pour nous, ça doit être une suite logique. On pourrait même dire qu'on a tardé à prendre ces 2 textes-là. Donc, il n'y a pas une connexion entre les échéances à venir et l'adoption de ces 2 textes-là au niveau du Conseil des ministres. Je vous l'annonçais dans les titres, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a repris ses rencontres périodiques. Les cas d'école du CORED. Pour ce cas d'école, couverture électorale, les médias doivent-ils être de simples caisses de résonance? Une interrogation en prélude de la présidentielle de février 2024. Le compte-rendu de la rencontre est signé Khadija Ndadjouf. Couverture électorale, les médias doivent-ils être de simples caisses de résonance? C'est l'interrogation posée par le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie qui tente d'orienter les médias en direction de la présidentielle. Dans certaines rédactions, on a l'habitude d'affecter des journalistes aux candidats, ce que j'ai appelé les journalistes à emporter. Donc ces journalistes à emporter sont dans les bagages des candidats et en général, ils ont tendance à relayer des discours simplement, à oublier qu'ils ne sont pas là pour amplifier des discours, mais qu'ils sont là pour faire de la collecte et du traitement de l'information. Pour le CORED, le travail du journaliste ne doit pas être semblable à celui du communicant, raison pour laquelle la vérification doit être faite avant publication. Le journaliste ne peut pas être un simple amplificateur. Il ne peut pas être là simplement pour relayer la propagande des communicants des candidats. Les journalistes ont un travail à faire. C'est leur fonction sociale d'informer les Sénégalais, de les informer juste et vrai. Et ce n'est pas de leur rôle d'être des amplificateurs. Ils ne sont pas là pour la propagande, ils sont là pour l'information. Pour les unes des journaux, sur la couverture électorale, les acteurs sont partagés sur la voie à suivre. Que les fondamentaux qui valent en temps normal valent aussi pour la campagne électorale. C'est rester, selon moi, professionnel. Rester professionnel, c'est faire valoir les règles de vérification, au-delà de la collecte, les règles de triangulation, et aussi les règles de traitement correct de l'information, selon qu'on est dans le support écrit, audiovisuel ou aujourd'hui également numérique. C'est bientôt la présidentielle de février 2024. Le CORED prend les devants et exhorte les journalistes au respect des règles d'éthique et de déontologie. Khadija Ndadjouf, direction de l'Assemblée nationale, les députés réunis hier pour le vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur pour l'année 2024. Des élus du peuple ont réclamé la réouverture des universités publiques du Sénégal pour la reprise des cours en présentiel. Et selon le ministre Moussa Baldé, un enseignement à distance bien fait peut être plus profitable à un enseignement en présentiel. La réponse du ministre Moussa Baldé. On fait le point avec notre reporter Ami Diouf. Les mots des universités nationales étalés par les parlementaires lors du vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au cœur du débat, Guy Marius Sagna plaide pour sa réouverture. D'habitude, on dit que celui qui ferme une école ouvre une prison. Raison pour laquelle je demande aux autorités du pays de rouvrir les portes de l'université. Cela demande des étudiants, mais également de tous les enseignants du supérieur. Étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La majorité présidentielle n'est pas contre la réouverture à condition de réunir tous les moyens pour la sécurité des étudiants et du personnel. Abdoumbaou. Des brigands, voyous, bandits
ont saccagé les universités. Mais ces gens-là, c'est vrai, méritent d'être poursuivis, arrêtés et mis à la disposition de la justice. Mais au-delà, l'État, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, doit tout faire pour que aussi ces universités puissent être en norme afin que ces étudiants puissent être dans des conditions de performance. En guise de réponse, l'enseignement à distance est l'avenir pour le professeur Moussa Baldé. Il prône juste l'amélioration des conditions de travail. Que l'enseignement à distance a gagné le monde entier. Donc, l'enseignement à distance peut être source de qualité. Donc, ouvrons certes, mais travaillons pour avoir des conditions de sécurité pour une ouverture sécurisée. Et pour la prochaine ouverture, des cartes coudes numérisées seront mises à la disposition de chaque étudiant pour des raisons de sécurité. Une carte d'étudiant ne permettait pas d'accéder au campus social, de manger au campus social. Il fallait une carte coude, ça a été supprimé. C'était une erreur. Il faut numériser ces cartes et faire en sorte qu'on puisse identifier les gens qui puissent accéder au campus social. Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur a été voté ce mercredi à l'Assemblée nationale. Il a été défendu par le ministre Moussa Baldé et est arrêté à 346 711 832 357 francs CFA. Sur ce, Ami Diouf, le ministre des Finances et du Budget revient sur ce qui est prévu pour l'exercice 2024. Mamadou Moustapha Ba rassure sur la prise en charge sociale des universités publiques au Sénégal. Un budget d'environ 4 milliards de francs CFA pour éponger la dette que l'État du Sénégal doit aux universités privées. 1 milliard de francs CFA sera destiné à l'université de Touba. Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, que voici au micro d'Ami Diouf. Maintenant 2024, c'est un budget record. C'est quand même 303 milliards 431 millions. En termes d'augmentation par rapport à l'année dernière, c'est une hausse de 40 milliards 840 millions en valeur absolue et quasiment 16% en valeur relative. C'est important, le rapport est revenu sur les raisons de la hausse. Les bourses en crédit initial en 2023, vous aviez voté 46 milliards 018. À date, les bourses ont été payées jusqu'à concurrence de 89 milliards 305. Les bourses des étudiants. Il a été également abordé les dettes dues aux établissements privés d'enseignement supérieur. Le projet de budget 2024, qui est en train d'être examiné présentement, a prévu 4 milliards 590 millions. Ce qui fait qu'au total, au sorti de l'année 2024, en termes d'allocation budgétaire, on serait à un total de 61 milliards 883 millions. Le reste à payer par rapport au plan d'appurement qu'on a élaboré à la suite de l'audit sera de 9 milliards 274. Il nous faut, Monsieur le Président, renforcer effectivement les crédits alloués à la recherche, mais comme on a dit, la recherche est un secteur relativement transversal et je peux énumérer ici sur le projet de loi de finances 2024 que quasiment 26 milliards 821 millions sont prévus pour la recherche. Tivaouane, des jeunes membres du collectif Sama Sport, Sama Avenir dénoncent l'état du stade municipal, l'infrastructure impraticable depuis près de 4 ans. Ces jeunes membres du collectif imputent la situation à l'équipe municipale. Serigne Mansour Mané est membre du collectif. Je vous propose de l'écouter avec Isidore Alexandre Sena. De cette marche, c'est juste pour traduire la mauvaise volonté qui anime le maire Demba Diop. Parce que nous, les Tivaouanois, nous avons élu une personne qui s'appelle Diopsi, mais lorsqu'il est devenu maire, il est devenu Demba Diop. Nous ne le reconnaissons plus. Alors que lui, dans son programme, dans loisirs, sport et loisirs, il avait bien dit, dans son programme de CPJ, Diopsi avait bien dit qu'il va réhabiliter le stade multifonctionnel et le gazonnage.
Donc depuis qu'il est élu maire de Tivaouane, il a même oublié son programme. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, sa mauvaise volonté, sa mauvaise foi a été traduite par cette marche pacifique qui a drainé toute cette foule qui est animée uniquement par le développement de Tivaouane. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sport n'est plus un jeu, c'est un facteur de développement. Donc dans toutes les villes, grandes villes au monde, la pratique du sport est obligatoire, même dans les écoles. Donc pourquoi le maire Demba Diop, qui est venu ici en 2022, vous éliminer impérativement le sport à Tivaouane? Parce que s'il ferme le stade pendant 2 ans, il nous donne des promesses qui ne tiennent pas. On n'a nulle part où jouer au football. Les ASC, pour reprendre leur compétition, ils seront obligés de faire des démissions à n'en pas finir. Le basket n'a pas de terrain. Imaginez le TIF-BAC, qui est champion régional. S'il devait recevoir un match pendant la période du Mauloud, on aura des problèmes. Renaissance Handball Club n'a pas de terrain. Donc toutes ces pratiques sportives, je ne parle même pas des arts martiaux. Tivaouane, des jeunes qui ont organisé une marche pacifique pour réclamer la réouverture du stade municipal. Et puis la première dame, Marième Faye Sall, qui a reçu ce matin une délégation de la Roumanie, délégation conduite par la première dame de ce pays d'Europe du Sud-Est. Et pour accueillir ses hôtes, la première dame du Sénégal, Marième Faye Sall, a organisé une exposition au palais présidentiel, exposition qui a vu la participation de plusieurs acteurs culturels pour montrer le savoir-faire du Sénégal. Le compte-rendu est signé Mamsey Nebouba Boufa. Les douces notes de la Kora accueillent chaleureusement les invités de la première dame à la salle des banquets de la présidence. Une rencontre riche en couleurs et sonorités. Des stylistes, bijoutiers du village artisanal, artisans du fer entre autres, ont exposé leurs produits. Le but de cette exposition aussi, c'est à chaque fois qu'on a la possibilité de recevoir des hôtes, de leur présenter aussi le niveau de créativité des Sénégalaises et des Sénégalais, mais concomitamment leur présenter aussi le niveau d'évolution de l'artisanat et créer des opportunités de visibilité pour notre patrimoine. C'est pourquoi nous avons une exposition composite avec des éléments de stylisme, de création, et un deuxième volet sur la bijouterie. Parmi les exposantes, Ndaye Marie Thiam, dans son stand, elle a mis en avant des sacs et chaussures fabriqués en cuir. Alors, les produits qu'on a exposés, c'est des chaussures, des sacs, des chaussures fermées, sandales. Donc, on a fabriqué avec du cuir, du 100% cuir. Les prix, c'est à partir de 35 000. Voilà. C'est un plaisir d'exposer ici à la présidence, parce que ça montre aussi un niveau de sélection de qualité des artisans. Une présence des femmes dans l'exposition, cette couturière est très heureuse d'y participer et espère avoir des retombées. On a amené des boubous sénégalais avec du perlage dessus. On a amené aussi des robes perlées aussi, des robes européennes perlées aussi. C'est un énorme plaisir pour nous, c'est un honneur et ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur ce qu'on fait et voilà, avoir des retombées, espérons avoir des retombées là-dessus. Cette exposition organisée par la première dame a pour but de mieux valoriser la culture sénégalaise. Mamsey Nebouba Boufa, la culture sénégalaise, une transition juste trouvée pour parler de la consommation de la musique. Les jeunes de plus en plus intéressés par les musiques rétro, un intérêt justifié par la richesse des textes, mais aussi par un besoin d'un retour dans le passé. Pape Bokar Mbow et Moussa Dia ont fait un tour au centre culturel Blaise Senghor de Dakar pour recueillir des avis dans ce reportage. Regardez. La musique rétro suscite un intérêt pour beaucoup de jeunes. Au centre culturel Blaise Senghor, les musiciens et les jeunes mélomanes tentent d'expliquer la connexion des jeunes avec la musique rétro. De l'avis de certains, elle permet de se reconnecter
avec le passé. Pour moi, il n'y a qu'une seule motivation. Et la motivation, elle est simple parce que actuellement, les jeunes ont perdu des repères. Et pour se retrouver, ils écoutent la musique ancienne, la musique traditionnelle. Je ne dirais même pas que c'est une musique ancienne, mais c'est une musique traditionnelle. Parce qu'il y a des gens actuellement qui chantent la musique traditionnelle. Et dans cette musique traditionnelle, on retrouve carrément l'histoire exactement du Sénégal, l'histoire de l'Afrique. On peut même dans cette musique traditionnelle retracer l'histoire de ses grands-parents. Et actuellement, moi, si je ne connais pas, si je ne peux pas citer deux ou bien trois de mes grands-pères, c'est parce que je ne me connais pas trop. Mais quand on écoute la musique traditionnelle, là, on se retrouve carrément. Et la musique traditionnelle, elle nous inspire. Elle inspire carrément la jeunesse. Actuellement, on dit qu'on est dans la crise des valeurs. Et en écoutant la musique traditionnelle, on se rappelle exactement qui on est. Pour certains musiciens, la musique rétro a des vertus éducatives. Parce que quand on écoute nous, du genre Souleymane Faye, on va dire, Souleymane Faye, quand il te parle, mais voilà, il te dit, toi, il te donne des comment dirais-je, comment se comporter dans la vie, comment hier on était, comment on se comportait, comment on vivait en société, etc. Donc c'est une manière aussi d'apprendre à travers la musique. Donc cette musique, on va dire entre guillemets, un peu comme vous l'appelez ancienne, mais moi il n'y a pas de musique ancienne, on va dire, mais la musique que faisaient donc nos anciens, les gens l'écoutent davantage parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que ça passe exactement. Donc du coup, ils ont envie d'avoir des informations, la bonne information. Évoluant dans le même milieu, d'autres artistes pensent que la musique ancienne est une source d'inspiration pour les jeunes. Il y a certains qui vont se ressourcer en écoutant des anciennes musiques, la vieille musique. Donc moi je me dis, ils le font certes pour se ressourcer, mais par rapport à leur temps, c'est ce qui va avec leur génération. Donc moi je ne les blâme pas. Avec la monotonie des thématiques dans la musique actuelle, certains jeunes préfèrent écouter la musique rétro pour la diversité thématique qu'elle offre. Selon moi, je me dis que c'est normal parce que voilà, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant tout ça. Et moi, c'est de la bonne musique. Moi, je préfère 1000 fois écouter ça que cette musique qui parle que de love tout le temps. Par contre, les rétros, il y a des thèmes. Il y a l'amour déjà, il y a l'amitié, il y a la solidarité. Eux, ils parlent de tout. Ils ne sont pas restés dans ce seul endroit de parler que de l'amour et tout. Et il n'y a pas de bruit, ça ne t'agresse pas déjà. Et c'est amusant de danser avec. Entre souvenirs, besoin de se reconnecter avec le passé, les jeunes tombent de plus en plus sous le charme de la musique rétro. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.